Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Les chocs émotionnels de l'enfance qui nous affectent à l'âge adulte, c'est la suite aujourd'hui. Un sujet qui a suscité beaucoup de réactions et de témoignages poignants le mardi passé. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Sati sur Instagram déjà. Bonjour Manel et Monsieur Mohamed El Menjra, merci pour tout. Sarah déjà elle réagit, elle me dit inspire pour bien remplir tes poumons, parce que j'avais dit sur mes stories Instagram c'était un sujet hyper compliqué pour moi à présenter. Bonjour Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour Manel, plaisir de te voir. Tout le plaisir est pour moi et pour mes auditeurs. Comment allez-vous? Très très bien, très content. J'ai mon passe vaccinal, ça veut dire que je peux voyager, je peux sortir. Voilà, terminé. On passe à autre chose. Vous allez partir où, dites-moi? Première destination après la prison, c'est quoi? J'espère que l'une des premières destinations, ça serait de venir te voir en Belgique et faire l'émission live avec toi. Voilà. Pourquoi pas? Waouh, j'aimerais bien. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est un honneur pour moi, Monsieur Mohamed El Menjra. Alors, les chocs émotionnels de l'enfance qui nous affectent à l'âge adulte, si vous permettez, faire juste un petit rappel de ce que vous avez dit, Monsieur Mohamed El Menjra. La dernière fois, vous avez parlé de plusieurs catégories de chocs émotionnels. Vous avez parlé de maltraitance physique. Vous avez parlé de blessures, agression physique, un coup, même une gifle ou une morsure, ça peut être considéré comme de la maltraitance. Vous avez aussi parlé d'abus sexuels. On a reçu aussi des témoignages poignants par rapport aux abus sexuels, les abus émotionnels et psychologiques, les insultes, la manipulation, manipuler son enfant, lui mentir ou l'humilier. Aussi, vous avez parlé de négligence, ça peut être comme le manque des soins médicaux ou le manque d'hygiène, une privation de la nourriture, bref, la maltraitance ou la négligence ou beaucoup de choses. Les chocs émotionnels prennent plusieurs formes. Monsieur Mohamed El Menjra, pour les auditeurs et auditrices qui ont raté l'émission passée, est-ce que vous pouvez leur simplifier les choses? C'est quoi un trauma psychologique? Un trauma psychologique, c'est un événement qui arrive et qui a une charge émotionnelle très lourde. Quelque chose arrive, ça vous fait très mal, vous le prenez très mal. Le problème se pose dans le fait que le problème peut vous faire très mal, mais vous n'en êtes pas conscient. Quand vous êtes un enfant, quand vous entendez quelque chose, quand vous subissez quelque chose, vous ne réalisez pas les dégâts que cela fait. Ce n'est seulement qu'à l'âge adulte que quelque chose d'autre va arriver et elle va aller ressortir cet événement qui est arrivé dans l'enfance. Et c'est ça qui souvent pose des problèmes. C'est pour ça que l'on doit faire très attention quand on éduque nos enfants. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ressent, ils captent tout. Ça nous marque à l'âge adulte, ça marque nos réactions avec les gens, notre comportement, mais toujours de façon inconsciente. C'est-à-dire que si je suis en train de mal réagir avec quelqu'un, je ne vais pas automatiquement penser à cet événement qui s'est passé pendant mon enfance, mais tout se passe de façon inconsciente. Oui, c'est les phrases qui reviennent toujours et qui font du mal, c'est quand on est enfant, à force d'avoir des parents qui nous disent « tu ne connais rien, tu ne sais pas, tais-toi, tu es nul, tu ne sais pas faire ça ». Vous imaginez une phrase comme ça qui est répétée et qui est répétée et qui est répétée, au bout d'un moment, elle commence à faire des dégâts. Un jour, quelque chose arrive dans votre vie à l'âge adulte, quelqu'un vous fait très mal, et soudainement, votre corps, votre tête, de façon inconsciente, va aller ressortir tous ces traumatismes de l'enfance, et là, ça devient beaucoup plus grand. Quand je dis votre corps et votre tête, j'ai parlé de corps, parce que le corps aussi, il enregistre. Le corps, il capte. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes de peau. Les problèmes de la peau, parce que la peau capte facilement. La peau est à la surface. Les gens qui ont la peau qui se décolore, les gens qui ont des taches au niveau de la peau, les gens qui ont des excès de boutons, les gens qui ont de l'eczéma, tout ça, ce sont des réactions à un traumatisme qu'on a vécu. Si les idées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps. Votre corps, il réagit à tous ces traumatismes. Votre corps, il réagit à tout cela. C'est pour ça qu'on a un devoir envers nos enfants de nous assurer qu'on crée un environnement sain. On peut parler, on peut éduquer, mais jamais sans attaquer ou sans accabler la personnalité de l'enfant. Et à l'âge adulte, on doit faire attention
qui on fréquente, avec qui on s'entoure, avec qui on partage, pour nous assurer que les gens qui sont avec nous ne continuent pas à nous traumatiser. Parce qu'on est sensible, on est humain et on est perméable. Donc nos fréquentations vont déterminer la qualité de notre vie, et en interne et en externe. Magnifique, merci Monsieur Mohamed El-Menjra. J'invite mes auditeurs et auditrices à nous raconter leur vécu, leurs histoires par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Si vous avez été victime d'un trauma unique, d'un événement unique ou d'un événement qui a duré dans le temps. Monsieur Mohamed El-Menjra, vous avez parlé des problèmes de peau. La peau, c'est une barrière. Donc, c'est-à-dire que si cette barrière a été franchie, si mes limites ont été franchises pendant mon enfance, ce n'est pas systématique, mais ça peut expliquer les problèmes de peau à l'âge adulte. Je ne dois pas toujours aller consulter uniquement un dermatologue, mais un passage, c'est un psychologue, un hypnothérapeute, c'est aussi obligatoire si j'ai des problèmes de peau. Oui, parce qu'il faut comprendre que chaque profession a sa place. Vous avez quelque chose qui vous dérange de façon organique, vous avez un problème au niveau de la peau, vous avez des douleurs au niveau de l'estomac, vous allez voir un médecin. Il y a un moment où le médecin va terminer son travail et va vous dire de façon organique, je ne trouve aucun problème. Et à ce moment-là, quand il n'y a aucun problème d'un point de vue organique, il a essayé les médicaments, il a essayé les traitements, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau du mental, au niveau du psychologique et qui pose un problème. Et on le voit, c'est pour ça que moi, dans le cadre de mon accompagnement, qu'est-ce que je fais, moi, à travers l'hypnose? J'essaye de déclencher en interne les systèmes de... La personne, elle a un système de défense, c'est-à-dire elle peut répondre à un traumatisme, et des fois, quand elle n'utilise pas son système de défense en interne, le traumatisme apparaît. Donc on peut avoir une personne qui a un problème de peau. Moi, je vois surtout les douleurs de peau et les douleurs au niveau des abdominaux, au niveau du ventre, au niveau du côlon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cancer qui a l'un des plus grands taux de croissance, c'est le cancer du côlon. Beaucoup de gens ont des problèmes et des cancers du côlon pour la simple raison qu'ils cumulent beaucoup de stress, qu'ils cumulent beaucoup de traumatismes, d'événements vécus. Ils n'ont pas pu extérioriser ces choses-là. Leur corps n'a pas pu faire face à ce surplus d'émotions. Et le résultat, les problèmes, y compris le cancer, se déclenchent. Donc l'objectif de ce dont on est en train de dire, c'est utiliser les mécanismes internes de défense de la personne à travers leur mental pour accompagner le travail des médecins qui, eux, ont une approche beaucoup plus pharmacologique, c'est-à-dire à la base de médicaments. Donc les deux se complètent et chacun a sa place. Mais des fois, on réalise que la médecine a des limites parce que ce ne sont pas des choses qui sont du domaine organique, c'est plus du domaine mental. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed El-Menjra. Bilal sur Instagram a réagi à mes stories de ce matin. Il dit « Manel, je ne savais pas que mentir à son enfant, c'est aussi un choc émotionnel. » Alors, mentir à son enfant, ça fait partie des 5 blessures de l'enfance. Ça peut déclencher chez l'enfant la blessure de la trahison. Une blessure qui a une influence carrément sur la morphologie pendant la croissance, la morphologie de l'être humain. Elle peut aussi influencer le choix, enfin, je parle de toutes les blessures de l'enfance, le choix de la profession, le choix du partenaire, ça peut développer beaucoup de choses, beaucoup de réactions aussi à un comportement. Monsieur Mohamed El-Menjra, mentir à son enfant, je vais t'acheter telle et telle chose, je ne fais pas, je ferai ça après, comme ça il se tait, on va partir l'année prochaine, et la mémoire de l'enfant, elle est incroyable, Monsieur Mohamed El-Menjra, il retient toutes les promesses qu'on lui fait. Mentir à son enfant, c'est sans risque. Non, mentir à son enfant est l'une des choses les plus graves qu'un enfant peut vivre. Pourquoi? Parce que dès que vous commencez à mentir à votre enfant, il se sent déstabilisé et votre enfant, le besoin numéro 1 qu'il a, c'est le besoin de l'appartenance. Il veut tout faire pour sentir qu'il appartient à la famille et il veut tout faire pour sentir qu'il n'est pas rejeté par ses parents. Quand on commence à mentir à l'enfant, ses repères commencent à devenir confus et l'enfant se pose la question, est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce que mes parents pensent à moi? Est-ce que mes parents veulent mon bien? Donc, ces sentiments de rejet sont la chose qui fait le plus de mal à un enfant. L'enfant, il a besoin de sentir, et ça c'est la règle en or que je donne à tous les parents, l'enfant a besoin de sentir que quoi qu'il arrive,
quoi qu'il se passe, il sera toujours aimé, il sera toujours accepté, il sera toujours toléré et il ne sera jamais rejeté. S'il commence à se dire, si j'ai de mauvaises notes, je vais être rejeté, mon père m'a crié, je suis rejeté, ma mère m'a menti, je suis rejeté, ça pose des problèmes. C'est la chose la plus importante. Et on doit faire attention avec ça, avec nos enfants, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ils sentent qu'ils appartiennent et qu'ils font partie de la famille, quoi qu'il arrive. D'accord. Monsieur Mohamed Menjra, c'est important aussi de le dire, quand on parle de mentir à son enfant, on n'est pas non plus obligé de tout dire à son enfant, mais dire uniquement les choses qui le concernent. Ici, on parle de promesses non tenues, les petites choses qu'on pense qui n'ont aucune influence. Je vais t'acheter ci, on va faire ça, après. C'est vraiment ligne rouge. Monsieur Mohamed Menjra... Autant, excuse-moi, autant il ne faut pas mentir à ses enfants, autant il ne faut pas passer votre temps à vous justifier et vous excuser auprès de vos enfants. Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît, monsieur Mohamed Menjra? Autant c'est important de ne pas mentir à ses enfants, autant c'est important de ne pas avoir à vous justifier et vous excuser envers vos enfants. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez envie de faire quelque chose qui n'affecte pas vos enfants, vous le faites. Clairement. Mais il y a beaucoup de parents qui donnent trop d'explications, qui expliquent. Vous avez un enfant qui va vous dire « Papa, pourquoi tu ne nous amènes pas en voyage? Tu m'as dit que tu n'as pas d'argent alors que tu as amené maman en voyage ?» On lui répond « Ce que je fais avec ta maman, c'est mon choix. » On n'a pas chaque fois à nous excuser et nous expliquer envers nos enfants. On n'a pas de compte à rendre à nos enfants. On a de l'amour à donner à nos enfants. On donne l'amour à nos enfants, on donne le respect, mais on n'a pas à constamment nous excuser et nous justifier. Donc c'est ça la subtilité. D'un côté, les parents, ils montent à leurs enfants et ils passent leur temps à se justifier et s'excuser. D'accord. Est-ce que la question que je me pose, monsieur Mohamed Menjra, est-ce que l'enfant a des comptes à rendre à ses parents? L'enfant, il a des devoirs. Il habite dans un foyer, il a des devoirs et des obligations. Non, je ne parle pas de devoirs. Je ne parle pas de devoirs. Ma question, est-ce que l'enfant a des comptes à rendre à ses parents? Parce que vous avez dit les parents n'ont pas de compte à rendre à leurs enfants. C'est normal. Mais est-ce que le contraire est aussi valable? Tant que l'enfant respecte les règles de la maison, tant que l'enfant fait ce qu'il doit être fait, il n'a pas de compte à rendre à ses parents. Très clair. Tant qu'il fait ce qu'il doit être fait dans le cadre de la cohabitation avec ses parents. Il va à la maison, il va à l'école, il fait ses devoirs, il fait ce qu'il doit faire. Magnifique, c'était important de le dire parce que certains parents pensant bien faire, ils sont dans un contrôle total avec leurs enfants en pensant que c'est leurs objets. Votre enfant, ce n'est pas votre objet, vous n'avez pas à le contrôler. Absolument, comme la fameuse phrase de Khalil Gibran, vos enfants sont de vous mais ne sont pas à vous. Vos enfants sont de vous, mais ne sont pas à vous. C'est très clair. J'invite aussi mes auditeurs, toujours mes auditeurs, à réagir au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour, monsieur Mohamed Menjra et Manel. Votre voix est un anti-stress. Merci beaucoup pour l'émission. Je vous remercie du fond du cœur pour votre gentillesse. Monsieur Mohamed Menjra, les traumas influencent aussi nos choix à l'âge adulte. Il y a des personnes qui choisissent des métiers en fonction de façon toujours, j'insiste, inconsciente de leur métier. Ils les choisissent en fonction de ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance. Il y en a qui vont être dans le bénévolat toute leur vie, le travail associatif. Il y en a qui vont devenir, je ne sais pas, avocat, juge, beaucoup de métiers. Et est-ce qu'on peut comparer ces blessures ou ces chocs émotionnels à une plante maltraitée qui est en train de germer, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, les séquelles sont inévitables? Bien sûr que les séquelles sont inévitables. On oublie que nous sommes des êtres perméables. On oublie que nos cellules vibrent. Dans plusieurs de tes émissions, tu parles de vibrations avec tes invités. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes à l'intérieur des cellules. Ces cellules ont des énergies, ces cellules grandissent, ces cellules vibrent et ces cellules sont affectées. Aujourd'hui, on arrive même à prouver scientifiquement que écouter de la musique, que danser, quand vous écoutez de la musique, vos cellules ressentent cette musique. Vos cellules vibrent avec cette musique. Tout est vibration dans l'univers, parce que la vibration, c'est le principe de l'énergie. Donc, vous vibrez avec vos cellules. Donc, si vos cellules sont dans un environnement où elles captent de bonnes vibrations, de bonnes idées, et les gens font beaucoup d'erreurs parce qu'ils croient que les seuls sens qu'on utilise sont nos 5 sens classiques. Goûter, entendre, voir, ressentir. Et le 5e.
Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres façons pour nous de sentir. D'ailleurs, même les expressions qu'on utilise, tu me donnes de l'urticaire. En anglais, il y a une phrase qui dit You're under my skin, tu rentres sous ma peau. Même des fois, quand on parle de certains événements, on en parle en liant quelque chose par rapport au corps. J'ai les boules, j'ai mal à la tête, tu me stresses, tu me fais mal. Donc, nos cellules réagissent. Donc, on est des plantes, on est comme des plantes, c'est-à-dire des cellules qui vibrent et qui vont capter tout ça. Donc, si des enfants grandissent dans un environnement qui est sain, il n'y a pas beaucoup de colère, il y a de l'amour qu'ils ressentent, il y a de l'amour qu'ils voient, il y a de l'amour qu'ils vivent, il y a de l'amour qu'ils vibrent, ces enfants vont être des êtres exceptionnels, c'est-à-dire en confiance, bien dans leur peau. Si malheureusement il y a un déséquilibre au niveau de l'éducation, à l'âge adulte, ils vont essayer soit, et ça c'est peut-être paradoxal, soit de reproduire le même schéma avec leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont issus de familles où il y avait des abus, qui continuent l'abus, parce que pour eux, ils disent les abus, c'est la façon de faire. Ou le contraire, qui vont aller à l'opposé, comme tu as dit, faire du bénévolat et faire de sa vie un impact et une différence énorme envers les autres. Il y a beaucoup de coachs, de psychologues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des love coach, ça parle de relations amoureuses, ça parle de beaucoup de choses, mais je ne sais pas si c'est moi ou j'en ai en tout cas vu rarement spécialisé dans l'enfance, sensibiliser les parents. Vous, Monsieur Mohamed El Menjra, vous faites des vidéos sur votre Instagram pour les personnes qui veulent vous retrouver. Vous êtes tagué sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram, sur les stories. La page officielle, pourquoi pas ne pas faire des courtes vidéos pour sensibiliser les parents, les petites erreurs, parce que je vois aussi que vous faites des dessins animés, je trouve ça génial. Si on peut faire ça aussi pour les parents, une petite minute par semaine pour sensibiliser, une promesse non tenue, une petite gifle, une petite fessée, mentir, et dans la manipulation mentale. Beaucoup d'enfants sont victimes de manipulation sans le savoir. Essayer de faire à l'enfant certaines choses. Pourquoi pas, Monsieur Mohamed El Menjra? Je le fais. Le premier message que j'essaye de véhiculer au maximum, et j'ai une résistance énorme, c'est le fait de frapper ses enfants. Si vous saviez le nombre de parents qui me disent non, une bonne gifle ou une bonne fessée dans ta vie, ça te fait du bien. Ça ne va pas déranger, tant que tu ne le fais pas souvent. Déjà, je me bats contre la violence envers les enfants, parce que je suis convaincu qu'une bonne baffe n'a jamais fait de bien. Ça n'existe pas, une bonne baffe. Donc déjà, je me bats contre cela. Je me bats aussi pour que les gens respectent les choix de leurs enfants. J'ai vu des choses, j'ai vu des parents comment ils se comportent avec leurs enfants. J'ai eu le cas d'un parent qui est venu chez moi, il m'a dit mon fils il a 13 sur 20, je veux qu'il ait 15 sur 20. Je lui ai dit non, je ne vais pas vous aider. Et que l'enfant ait des problèmes de scolarisation et qu'il décroche, je vous aide. Pourquoi? Parce que ce parent, il voulait que son enfant ait 15 sur 20, parce qu'il s'est dit qu'avec 15 sur 20, il va pouvoir décrocher de bonnes écoles publiques de commerce au Maroc. Parce que s'il a 13 sur 20, il va aller dans l'école privée. L'école privée va coûter de l'argent. Donc vous avez des parents qui sont en train de prendre leurs objectifs et leurs problèmes et les inculquer aux enfants. Un enfant qui est parfaitement bien scolarisé, qui est bien dans son métier, on lui fout la paix. Donc d'un côté, je dis qu'il faut imposer des règles aux enfants et d'un autre côté, je dis qu'il faut laisser l'enfant vivre et s'épanouir. Et ça, c'est mes messages que j'essaye constamment de répéter. La violence verbale, la violence physique, le fait de faire du chantage aux enfants. Tu es quelqu'un qui travaille bien, je t'aime bien. Tu es quelqu'un qui a de mauvaises notes, je suis déçu. L'enfant, il n'a pas à dire bonne note égale amour et mauvaise note égale rejet des parents. Ça aussi, c'est une forme de traumatisme et d'abus. Et pour revenir, M. Mohamed El Menjra, ce que vous avez dit, des études sérieuses ont montré que toute forme de violence contre les enfants, même la plus légère, apprend aux enfants à résoudre leurs conflits par la violence et ne pas faire face de manière adéquate à leur excès de colère et résoudre aussi leurs conflits familiaux selon la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'on se retrouve adulte, femme comme homme, à gifler notre conjoint ou un homme qui gifle sa femme parce qu'il a aussi été giflé. Il a appris à avoir recours à la violence. Donc, s'il vous plaît, c'est pour ça que la dernière fois, j'avais dit, les personnes qui sont... En fait, les victimes de violence deviennent aussi eux-mêmes des personnes violentes. Parce que ça reste leur modèle. C'est prouvé que les gens qui ont été abusés sexuellement en tant qu'enfants, une majorité anormale de ce genre de personnes devient aussi des personnes qui abusent leurs enfants. Parce que pour eux, c'est le modèle qu'ils ont. Souvent, on duplique le modèle de l'éducation de nos parents, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on enregistre
même si on n'est pas d'accord sur certains comportements, au plus profond de nous-mêmes, on pense que c'est ça le comportement que l'on doit avoir. Et on duplique ce comportement quand on devient adulte. Merci, Monsieur Mohamed Menjra. SMS au 0488 106 800. Zakia, bonjour Manel, bonjour Monsieur Mohamed Menjra. Merci pour l'émission. Une fois de plus, c'est top. Ton émission, Manel, est une thérapie pour moi. Merci, merci, merci. Et gros bisous. Je vous embrasse très fort, Zakia. Vous êtes adorable. Sarah sur Instagram, Monsieur Mohamed Menjra. Elle dit coucou Manel. Quand un enfant de 7 ans n'écoute pas, ne respecte pas les règles, comment le punir? La récompense s'ils font bien les choses. Alors, on a fait une émission sur ça, Monsieur Mohamed Menjra, mais si vous voulez bien donner les règles de la punition, s'il vous plaît, à Sarah. Il faut parler plus de conséquences plutôt que de punition. Il ne faut pas être dans le négatif. Tu fais ça, voilà la conséquence de ce qui se passe. Tu fais ça, voilà la conséquence de ce qui se passe. Quand on apprend à nos enfants à vivre dans un domaine, dans une vie, dans un domaine, dans un environnement où ils sentent qu'il y a une conséquence à leur comportement, on développe les bons repères. Mais on ne peut pas avoir un enfant qui grandit sous l'effet de la peur. La conséquence est la meilleure des choses. Maintenant, c'est vrai que nos enfants vont des fois ne pas faire ce qu'ils doivent faire, mais ils doivent comprendre qu'il y a une conséquence. Et ceci doit être fait sans violence verbale, sans violence physique, sans crier, sans toucher à la personne et sans attaquer la personnalité de l'enfant. Tu n'es pas bien, tu es une mauvaise personne, ne jamais pointer du doigt la personne, de dire tu dois faire le ménage dans ta chambre, tu dois nettoyer ta chambre, quand tu termineras ta chambre, tu pourras sortir de ta chambre. Comprendre à l'enfant qu'il y a des actes, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des devoirs, qu'il y a des obligations et qu'il y a des règles à suivre dans la maison. Ça, c'est bien. C'est de la discipline et c'est la façon de montrer à l'enfant comment vivre en communauté et comment vivre en société. Parce qu'un enfant qui respecte les règles de la maison, les règles du foyer, quand il va sortir de cette maison pour aller vivre à l'extérieur en société, il se comportera bien. Aussi, c'est important qu'il y ait un lien entre la permission et la punition. Vous n'aimez pas ce mot, mais je suis obligée de l'utiliser, Monsieur Mohamed Menjra. Un lien entre la punition et la faute commise. C'est-à-dire que s'il a jeté des trucs par terre, il n'a qu'à les ramasser. On ne va pas lui demander d'aller au coin, derrière, je ne sais pas quoi, le punir, voilà, derrière le mur. Aussi, Monsieur Mohamed Menjra, toujours prévenir l'enfant à l'avance. S'il y a une faute, il y aura telle et telle punition. Et expliquer à l'enfant pourquoi il est puni. On le voit aussi des fois. Moi, j'ai été punie, je ne savais pas pourquoi. On m'a pas expliqué. Donc, un enfant ne peut pas obéir, ne peut pas comprendre si on lui a pas puni, on lui a pas expliqué la punition. Aussi, donner. C'est pour ça qu'on parle de conséquences. Quand vous parlez de conséquences, c'est beaucoup plus simple. Tu fais ta chambre, tu peux sortir. Tu ne fais pas ta chambre, tu restes à l'intérieur. C'est très clair pour l'enfant. Il n'a pas à dire, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas que je sorte de ma chambre. Exactement. Aussi, toujours garder cet amour inconditionnel pour l'enfant. C'est-à-dire, il a fait une bêtise, je vais pas lui dire « Maman ne t'aime pas parce que tu as fait telle et telle chose ». Maman t'aime toujours, mais voilà, pour le corriger, toujours un amour inconditionnel. Monsieur Mohamed Menjra, et autre chose, oui. Excuse-moi, et autre chose très importante, c'est aussi un comportement qui aggrave les traumatismes à l'enfant. Qui aggrave quelque chose qui aggrave les traumatismes à l'âge adulte chez l'enfant, c'est que quand les parents attendent trop de l'enfant, et qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il sent qu'il est submergé par les attentes de ses parents et il perçoit ça comme une attaque sur sa personnalité. Il se dit, mes parents, ils demandent trop de choses, mes parents, ils veulent trop de moi, ça veut dire que si je ne fais pas tout ça, je ne suis pas quelqu'un de bien. Donc aussi, quand vous éduquez vos enfants, assurez-vous, pour qu'il n'y ait pas de traumatisme dans le cadre de leur vie, de faire une chose à la fois. Je vais parler aujourd'hui de la chambre, mais je ne peux pas dire à l'enfant, tu vas faire ta chambre, tu vas faire tes devoirs, tu vas te doucher, tu vas. À un moment, l'enfant, il est confus. Il y a des fois où il faut se focaliser sur une seule chose à la fois. Et quand vous vous focalisez sur une seule chose à la fois, et tu l'as dit tout à l'heure, Manel, l'enfant sait ce qui se passe, réalise la conséquence de son acte, et il n'est pas submergé par cet excès de demande des parents. Et ça pose aussi beaucoup de problèmes à l'âge adulte.
Magnifique, merci beaucoup, monsieur Mohamed Benjra. Donner le droit à l'erreur à l'enfant. Tu as le droit à l'erreur. Je me souviendrai toute ma vie de cette phrase de mon père. Une fois, je lui avais dit, j'ai peur de faire une erreur. Il m'a dit, alors, fais des erreurs. La seule chose, ne refais pas la même erreur 50 000 fois. On doit apprendre de nos erreurs. SMS, Salam Manel et monsieur Mohamed Benjra, merci beaucoup pour l'émission. Je voudrais savoir comment je peux aider mon fils de 7 ans pour qu'il ne soit pas traumatisé. Il ne voit pas son père. Et donc, elle dit, je vois que ça l'affecte. Votre réponse, monsieur Mohamed Benjra, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, très chers auditeurs. On se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed Benjra, spécialiste en transformation rapide. Les chocs émotionnels de l'enfance qui nous affectent à l'âge adulte, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour monsieur Mohamed Benjra. Bonjour Manel. Alors sur Instagram, on m'a fait cette remarque, c'est Reda, mais je reçois souvent cette remarque, on me dit Manel, tu répètes trop souvent le nom de tes invités. C'est vrai, hein, monsieur Mohamed Benjra, je crois que c'est une mimique qui, voilà, j'arrive pas à l'arrêter, je répète monsieur Mohamed Benjra, Soraya Arlid, Bouchra Serrour, Claudia, je n'arrête pas. Reste toi-même, c'est ton style. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors Sati sur Instagram, bonjour Manel, une phrase que je ne supporte pas, c'est est-ce que tu aimes maman ou papa? On a tous entendu cette phrase. Est-ce que tu préfères papa et maman? Est-ce que c'est mignon ou c'est plutôt, on va dire, à éviter, monsieur Mohamed Benjra? Que l'on pose la question à nos enfants lequel ils préfèrent. Oui. C'est pas mignon. C'est pas mignon. C'est peut-être mignon pour vous, mais pour eux, c'est pas la même chose. Les enfants, ils processent l'information de façon différente. Les enfants, ils n'ont pas encore cette partie critique qui arrive à analyser. Et donc, ils prennent littéralement ce que disent les parents. Ah, d'accord, très clair. Donc, c'est pour ça que la promesse fait mal chez l'enfant quand elle n'est pas tenue. Parce qu'ils prennent littéralement. Mon papa, il m'a dit ça, il l'a pas fait, donc mon papa, il m'aime pas. Ils disent pas, ah, mon papa, il a pas pu, il a un problème au travail, il a des problèmes d'argent. Donc faites très attention, il y a des questions qui sont stupides. Lequel tu préfères? C'est du n'importe quoi. Et j'invite mes auditeurs à regarder vos réactions, votre langage non verbal sur le site arabelle.fm ou via l'application Arabelle, c'est du n'importe quoi. Alors, monsieur Mohamed Benjra, une question au 0488 106 800. Alors, elle dit, Salamou, il dit, Salam, j'ai souvent un problème avec ma fille de 7 ans. Quand je donne une explication pour ses devoirs, elle n'écoute pas ou elle chantonne ou elle s'éloigne de moi. Comment ne pas craquer? Moi, j'ai envie de reformuler la question. Comment faire obéir un enfant sans crier? Sans crier, j'insiste. Monsieur Mohamed Benjra, qu'est-ce que vous avez lui suggéré, s'il vous plaît? D'abord, je dis à ce parent que c'est pas lui qui passe l'examen. D'accord, première chose. Deuxièmement, à 7 ans, on n'est pas en train de passer le bac ici, ou son diplôme, ou je ne sais quoi. Il faut aussi prendre la chose à la légère. Peut-être que l'enfant n'a pas trop envie d'étudier maintenant, mais qu'après, il va faire ses devoirs. C'est pas méchant. Il ne faut pas que l'enfant soit un robot. Est-ce que, je dirais à cette maman ou ce papa, est-ce que vous, dans votre travail, vous êtes toujours au top? Eh bien, des fois, les enfants, ils ne sont pas au top. Donc, tant qu'ils font quelque chose qui n'est pas méchant, tant qu'ils font quelque chose qui ne va pas leur poser préjudice sur le plan physique à eux et à leur environnement, ben, c'est pas grave si des fois, ils n'ont pas envie de faire les devoirs et c'est pas grave, surtout quand ils sont en bas âge. C'est pas des robots. Il y a des pays qui interdisent de donner des devoirs pendant que l'enfant est à l'école primaire. Vous savez qu'il y a pendant que l'enfant rentre chez lui, en fait, à la maison, interdiction de donner des devoirs aux enfants, parce que moi, je suis aussi, c'est mon avis. Hein, une fois de plus, j'invite mes auditeurs à réfléchir et à constituer leur propre avis. Je ne comprends pas comment tu peux être à l'école toute la journée et rentrer encore à la maison pour faire des devoirs. Je ne comprends pas. Est-ce que la vie, c'est uniquement des devoirs et l'école, on doit jouer aussi, on doit sortir, on doit s'amuser. Les enfants doivent aussi s'éclater. Oui, absolument. Et surtout quand on est en bas âge, un enfant qui a 7-8 ans, c'est pas logique qu'il sorte de... Mais c'est aussi la faute des parents. Il y a les parents qui commencent à les bourrer de cours particuliers, il y a les parents qui les forcent à travailler beaucoup plus. Non, dans beaucoup d'écoles,
une fois que vous sortez de l'école, ben, vous avez terminé l'école. C'est tout. Exactement. Donc, les parents, je peux comprendre à certains moments, ils sont obligés de suivre l'école parce qu'ils donnent des devoirs, mais soyez aussi indulgents avec les enfants. On en fait des robots à étudier toute la journée. Je suis désolée. Ce n'est que mon avis une fois de plus. Hein. Donc, Monsieur Mohamed Menjra, pour revenir à l'SMS de cette auditrice qui parle de comment faire avec son enfant. Je crois qu'elle a parlé de son enfant qui a 7 ans, qui ne voit pas son papa. Le papa ne veut pas le voir. Et elle dit, elle n'a pas envie que En fait, moi, j'ai envie de dire pas vraiment qu'il soit traumatisé, mais qu'il ait cette blessure de rejet ou d'abandon. Comment elle peut expliquer les choses à son enfant, Monsieur Mohamed Menjra, s'il vous plaît? Elle doit le rassurer en lui disant que son père est toujours là. Elle doit jamais dire du mal du père. Elle doit jamais dénigrer ce que fait le père. Mais elle doit lui expliquer, ton père est occupé, ton père n'est pas disponible, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il a pour toi. Donc, comprendre à l'enfant que l'amour que le père a envers lui est là, bien que le père ne soit pas physiquement là. Parce que pour l'enfant, il y a une équation dans sa tête. Mon père est présent, il m'aime, mon père n'est pas là, il ne m'aime pas. Donc, il faut rassurer et il faut reconstruire le modèle de l'enfant qu'il a par rapport à la perception de son père. Ton père, même s'il n'est pas là, il t'aime. Ton père, même s'il n'est pas là, il tient à toi. Et dès qu'il terminera ce qu'il a à faire, il reviendra vers toi. C'est pour le rassurer et pour le mettre à l'aise. Un enfant, il peut être touché dans son estime de soi carrément quand il a l'impression, je parle d'impression, et quand il a l'impression d'être rejeté ou abandonné par papa ou maman. Monsieur Mohamed Menjra, un message. Bon, je vais essayer de faire un résumé. Il est très très long le message. En attendant, je vais vous poser ma question, Monsieur Mohamed Menjra. La dernière fois, on a parlé de statistiques. On parle de plus ou moins 78% d'enfants de moins de 5 ans qui ont déjà subi un traumatisme et uniquement 20% des enfants de moins de 6 ans qui ont déjà suivi une thérapie. Vous, Monsieur Mohamed Menjra, vous êtes spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. Est-ce que vous recevez des enfants victimes de trauma ou de choc émotionnel? Oui, et beaucoup, de plus en plus. Ma moyenne d'âge baisse. Il m'est arrivé, je consulte souvent des enfants de 12 ans, 14 ans, 8 ans, 7 ans. Statistiquement, selon les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 2 a eu au moins une expérience traumatisante, c'est-à-dire au moins quelque chose qui l'a impacté. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, mais c'est quelque chose qui lui a fait mal. Par contre, la statistique qui fait très, très, très mal, c'est le fait que entre 15 et 20% des enfants qui vont en thérapie ont eu une forme d'abus sexuel. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, SMS au 0488 106 800. Bonjour Manel, bonjour Monsieur Mohamed Menjra. Ma fille a du mal à considérer son beau-père comme une autorité. Elle lui dit, ce n'est pas toi le chef, c'est maman. Je lui ai laissé la liberté de l'appeler avec son prénom depuis le début, malgré qu'elle le considère aussi comme son deuxième... Bon, bref. Alors, je n'ai pas compris parce que au premier lieu, vous avez dit qu'elle ne le considère pas et puis qu'elle le considère aussi comme son deuxième papa. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, le beau-père ou la belle-mère, pour l'enfant, c'est toujours difficile à accepter, Monsieur Mohamed. Et dans certains cas, ça passe super bien, c'est très fluide, et dans certains cas, c'est difficile. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec son enfant, s'il vous plaît? Alors, je suis très bien placé pour parler de ce sujet parce que j'ai divorcé il y a 15 ans. 2 ans après, je me suis remarié et ça fait 10 ans que je suis marié avec ma femme actuelle. Ma femme, quand je me suis marié avec elle il y a 10 ans, elle avait 2 enfants et moi j'ai 2 enfants. Donc je sais ce que c'est construire une famille avec chaque parent qui amène 2 enfants, donc de tout âge. La règle que j'avais mis avec ma femme, enfin la règle, le principe qu'on a voulu adopter et qui nous a beaucoup aidés, c'est de dire la chose suivante. Il y a les parents et il y a les enfants. Et on a pris les 4 enfants et on les a mis plus ou moins au même niveau. C'est-à-dire on n'a pas dit j'ai mes enfants, tu as tes enfants. Ce que je veux dire, c'est que quand l'enfant il sent qu'il y a un nouveau couple dans la maison, rien ne touche à l'amour qu'il a envers le conjoint, l'ex-parent qui est parti et l'autre parent qui est présent. Donc, c'est notre rôle, nous, en tant que parents, quand on recompose une famille, de nous assurer que tous les enfants sont traités de la même façon et qu'il y a un respect à avoir. Elle doit expliquer à son enfant qu'il doit avoir un respect envers son beau-père.
Alors, certaines familiarités type appelées par le prénom, je vais me répéter, c'est du n'importe quoi. On appelle la personne par peut-être un nom, tonton, ou quelque chose qui va donner une forme de respect ou un surnom. Ce qui est sympa, c'est des fois on peut donner un surnom à la personne. Mais moi, je préfère qu'on n'utilise pas le prénom de la personne. Je préfère qu'on utilise un surnom. Et donc, il faut très tôt que l'enfant, quand il voit que dans ce couple recomposé, avec ce nouveau beau-père ou belle-mère, il y a un respect à avoir. Il ne peut pas dire « Ah, c'est pas mon père, je peux dire ce que je veux. C'est pas mon père, je peux penser ce que je veux. Et c'est pas mon père, je peux réagir comme je veux. » Non. Il faut inculquer ce respect. C'est un travail qui doit être fait. C'est pas facile. Excusez-moi, M. Mohamed Majra, inculquer ce respect, mais le respect envers les adultes en général, à l'enfant, où il doit le considérer comme est-ce qu'une belle-mère ou un beau papa, c'est un papa et une maman. Est-ce qu'il a vraiment le droit à l'autorité? C'est ça la question qui se pose. L'autorité, parce que c'est ce couple de personnes, c'est ces deux personnes qui sont en train de gérer la famille. Donc l'enfant, il doit respecter les gestionnaires de la famille. C'est comme ça qu'il doit le prendre. Il doit dire, il y a mon père et il y a ma belle-mère. Ou bien, il y a ma mère et mon beau-père. Donc, il y a un couple qui est en train de gérer cette maison. Et l'enfant, qu'il soit issu biologique de l'un ou de l'autre, il doit respecter les parents. Il doit respecter cette autorité. Donc, pour vous, c'est une autorité. Okay. Donc, ne pas le respecter autant qu'adulte, mais quand même une autorité parentale. C'est exactement, et tu l'as très bien dit, il doit respecter cette autorité parentale. Alors, il se trouve que cette autorité parentale a 50% de lien biologique avec lui, pas les 100%, mais malgré qu'il y a cette autorité parentale, il y a un respect qui doit s'installer. Magnifique. Moi, par exemple, avec ma femme, je lui disais, si mes enfants ne font pas quelque chose, tu leur parles, s'il y a des conséquences à certains de leurs comportements, ils doivent le faire. Si pour une raison ou pour une autre, ils ne doivent pas manger certaines choses, s'il y en a un qui te dit, moi, je ne veux pas manger ça, je veux manger ça, il n'est pas question, il y a des règles à suivre. Et je reviens toujours à cette même chose. Ce besoin de discipline. Les enfants, ils veulent de la discipline. Les enfants, ils veulent des repères. Les enfants, ils veulent des règles claires. Plus on a de la discipline, plus on a des règles simples et claires, plus l'enfant grandit à l'aise et loin des traumatismes. Merci, Monsieur Mohamed Majra. Ça, c'était vos suggestions pour les parents, comment doivent se comporter avec leur enfant, faire accepter la belle maman ou le beau papa. Moi, je vais aller peut-être prendre une autre direction. C'est aussi difficile pour un beau-père ou une belle maman de donner de l'amour inconditionnel à des enfants qui ne sont pas les siens. Donc, s'il vous plaît, ne vous engagez pas dans des mariages, dans des relations, si vous n'êtes pas capable à aimer des enfants qui ne sont pas les vôtres, parce que vous allez les faire souffrir. Et on voit des fois des déchirements, on voit des beaux papas, des belles mamans qui privent les beaux enfants de leur héritage, de beaucoup de choses. S'il vous plaît, c'est une ligne rouge. Prenez les enfants tels qu'ils sont, acceptez-les, aimez-les, ou alors restez célibataire. Monsieur Mohamed Majra, beaucoup de questions. Parce que c'est quelque chose, s'il te plaît, très 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 important ce que tu viens de dire. Moi, dernièrement, je connais quelqu'un, un ami qui s'est remarié, il avait 2 enfants. Et sa femme, la nouvelle femme avec laquelle il s'est marié, elle a refusé que ses enfants viennent au mariage. Voilà. Pour moi, des fois, je dis, tu épouses quelqu'un, quand tu épouses une personne, tu dois respecter son passé et respecter son vécu. Comme quand quelqu'un se marie avec une personne, il ne doit pas dire à la personne « Pourquoi tu es sorti avec quelqu'un avant moi ?» ou « Pourquoi tu as aimé quelqu'un avant moi ?» Non, non, tu épouses quelqu'un, tu prends tout le package, tout ce qu'il y a dedans. Et puis, c'est la même chose. Je suis obligée de vous couper parce que je dois absolument prendre une courte page publicitaire, Monsieur Mohamed Majra. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la justice divine. Tout ce que vous faites, on vous le fait. Il y a aussi le karma. Monsieur Mohamed Majra, très, très, très courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Bonjour, je suis désolée, il y a eu un problème de programmation, je suis désolée. Aujourd'hui, on parle des chocs émotionnels de l'enfance qui nous affectent à l'âge adulte avec M. Mohamed Majra, spécialiste en transformation rapide. Est-ce que vous m'entendez, M. Mohamed Majra ?
Très bien. Très très bien. Alors j'ai reçu beaucoup de réactions de mes auditeurs qui parlent de la pédagogie et beaucoup de messages qui disent donc malheureusement certaines structures et pédagogies scolaires ne sont plus adaptées à nos enfants. Je l'ai constaté lorsque mon fils a décroché à 7 ans. Là je peux citer le modèle suédois. Je crois et je le pense que c'est un modèle à suivre peut-être pour le gouvernement belge et aussi marocain. Monsieur Mohamed El Menjra, on parlait avant la pause des beaux-parents et la belle-mère, le beau-papa. Alors, très touchant message. Bonjour Manel, ma belle-mère a laissé mon fils seul de 7 ans dans la voiture et elle est allée faire des courses. Les courses, elle a dit, ils ont duré plus de temps que prévu. Depuis, mon fils a développé la peur de rester seul. Monsieur Mohamed Melja, un commentaire s'il vous plaît. Oui, c'est un traumatisme. Voilà un exemple de traumatisme. Un enfant qui est dans la voiture. Encore une fois, c'est le traumatisme le plus lourd, le plus difficile. C'est le sentiment du rejet. Cet enfant, il s'est senti rejeté, il s'est senti abandonné. C'est ça qui fait très mal. Je reviens à ce qu'on disait par rapport aux beaux-parents. Je donnais l'exemple de ce couple qui s'est remarié. Déjà, la femme, elle rentre dans le mariage avec l'idée que tes enfants, ils ne viennent pas au mariage. C'est très mauvais parce que c'est une question de perception. Moi, je me dis, quand on se remarie et qu'il y a des enfants de l'autre côté, il faut prendre ces enfants comme un trésor, comme une chance, comme une opportunité. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui rêveraient d'avoir des enfants et qui n'en ont pas. Moi, quand je me suis remarié avec ma femme, qui avait 2 enfants, j'ai dit, j'ai gagné 2 enfants. J'ai un cadeau de Dieu de 2 enfants. J'ai 2 enfants en plus. J'ai 2 fois plus d'amour. J'avais 2 enfants, mais maintenant, j'en ai 4. Quand on prend les choses comme ça, avec l'amour, avec la chance, avec l'opportunité, on réussit sa famille recomposée. Mais quand on voit les enfants de l'autre comme une charge, on part bancal. Parce que si vous voyez les enfants de votre conjoint comme étant quelque chose qui n'est pas de vous, qui va vous déranger, qui va vous coûter de l'argent, alors ne vous mariez jamais avec cette personne. Magnifique, merci beaucoup Monsieur Mohamed Menjra. Afaf, elle a raconté son expérience. Malheureusement, je ne peux pas tout lire. Les SMS fusent. Monsieur Mohamed El Menjra, sujet très compliqué avec le super invité, bien armé pour ce genre. Donc bref, donc Monsieur Mohamed El Menjra, il me reste quelques secondes. Quand on parle de violence physique, quand on parle de violence psychologique, abus émotionnel, abus sexuel, c'est clair et net et précis. On parle de conséquences aussi psychologiques, mentales et des traumas, on va dire. On peut parler carrément il y a un psychologue, encore une fois, j'ai oublié son nom, il a comparé un trauma d'enfance au trauma de guerre. C'est fort. Un trauma d'enfance au trauma de guerre. Ah oui, aujourd'hui on le sent, aujourd'hui on le voit, les statistiques, les études, parce qu'on a un peu plus de recul. Beaucoup des enfants aujourd'hui, on a commencé à les suivre de 2000, 2005, 2010, donc c'est des enfants pour lesquels on n'a jamais eu autant de données et de suivi par rapport à l'éducation des enfants, mais vous n'avez aucune idée, tout se passe dans l'enfance. La confiance en soi, l'estime de soi, une personne qui va accomplir. Les enfants aujourd'hui subissent énormément d'agressions. Ils sont peut-être gâtés, ils sont chouchoutés, on les amène manger dans certains restaurants, ils portent certaines marques de vêtements, ils voyagent, ils font, mais est-ce qu'ils ont le plus important? Est-ce qu'ils ont la chose essentielle? Est-ce qu'ils ont ce sentiment, cette conviction forte d'appartenir et d'être aimé? Parce que appartenir et être aimé, c'est l'essence même de l'expérience humaine. Pour un bébé, l'amour, c'est de l'action, l'amour, c'est de l'attention, l'amour, c'est du temps, l'amour, c'est du partage. Mais quand vous avez les parents qui sont constamment sur le téléphone, les parents qui n'appellent pas, les parents qui ne font pas attention, les parents qui font des remontrances, les parents qui gueulent parce que vous n'avez pas de bonnes notes, les parents qui font ci, les parents qui font ça, et après vous vous demandez pourquoi mon enfant, à l'âge de 14-15 ans, il commence à consommer de la drogue. Moi, je suis ahuri, par exemple, je suis ahuri par les drogues que les gens consomment. Oui. Dernièrement, j'ai eu une personne qui est venue me voir. C'est pas les chiches qu'elle prend, c'est pas du hachis qu'elle prend, c'est pas de la cocaïne, elle prend du LSD. Moi, jamais je pensais qu'un enfant au Maroc il pouvait consommer du LSD, de l'acide. Parce que les enfants sont perdus, les enfants sont paumés, mais c'est pas un accident. Rien n'arrive dans la vie par accident. Si l'enfant est là, c'est que derrière, il y a tout un traumatisme derrière, il y a toute une série d'abus, il y a tout un vécu d'expériences qui ont justement détruit chez l'enfant le sentiment d'appartenance et le sentiment d'être aimé sans condition. Malheureusement, et c'est ma dernière phrase, les parents conditionnent l'amour à travers leurs actes, à travers leur comportement
et l'attitude envers leurs enfants. Et c'est ce conditionnement de l'amour qui déséquilibre et qui bousille les enfants. L'amour envers vos enfants doit être sans condition. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je t'aimerai. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu es une personne extraordinaire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je t'aimerai. Et encore, en fait, on devrait faire une émission sur ça, Monsieur Mohamed Menjra, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont choisi, par exemple, des homosexuels qui ont été rejetés par leurs parents. Frère, maman, papa, mon fils, on en avait parlé. On en avait parlé. Il devient homosexuel. Je l'accepte toujours, je l'aime toujours. Je ne suis pas en train d'encourager. Je m'excuse. Oui. Quand quelqu'un vient chez moi et il me dit mon enfant est homosexuel, je veux que tu lui fasses de l'hypnose pour qu'il soit plus homosexuel, je lui dis monsieur, en Europe et aux États-Unis, la thérapie de transformation ou de réassigner l'identité sexuelle est interdite par la loi. Je refuse d'accompagner une personne pour qu'il passe de homosexuel à hétérosexuel. S'il est homosexuel, on doit l'aimer en tant qu'homosexuel. On doit l'apprécier et on doit l'accepter. Et on revient à l'acceptation. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Menjra. Alors, merci Jami pour votre SMS. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, je sais que j'ai dépassé le temps de l'émission. Monsieur Mohamed Menjra, une maman qui dit que sa fille, elle aime la chanson et qu'elle essaie de lui expliquer l'importance des études. Monsieur Mohamed Menjra, ma question, est-ce qu'on doit tous faire des grandes études et aller à l'UNIF et faire un bac +6? Elle doit faire des études dans la musique. Ok, très clair, net et précis. Respectez le choix de vos enfants. Monsieur Mohamed Menjra, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je tiens à m'excuser auprès de mes auditeurs. Je n'ai pas pu malheureusement de prendre tous vos messages sur Instagram et par SMS au 0488 106 800. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour la suite de ce sujet. Merci encore une fois. Merci du fond du cœur. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.